Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop, l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 73. Le Burgonde se rebiffe. La deuxième guerre de Burgondie, en 523, si on compte l'opération ratée de Clovis 25 ans plus tôt, a fini sur un succès en demi-teinte pour les Francs. D'accord, ils ont tout d'abord déboulé en trombe pour écraser militairement leurs ennemis, et ont même réussi à capturer leur roi, Sigismond, livré par ses propres hommes. Mais c'est aussi un peu son petit frère, Godomar, qui l'a tué, en prenant sa place, et probablement aux grandes dames des Francs. Mais toujours est-il que le bougre de Burgonde est maintenant bien dans la place. Pas sûr que c'était ça le résultat espéré par Clodomir, le chouchou de sa maman, à qui il avait promis de faire payer la famille royale Burgonde pour le meurtre de ses grands-parents maternels. Enfin ça, ou tout autre prétexte bidon qu'on a dû inventer à l'époque pour expliquer cette agression gratuite. Mais cette deuxième guerre de Burgondie n'est pas la fin de l'histoire, et va rebondir de manière très inattendue en 524, comme nous allons le voir dans cet épisode. Clodomir a dû bien cogiter fin 523 dans sa résidence royale d'Orléans pour sa première campagne militaire. Dans la colonne du positif, il y a évidemment une première opération réussie pour un des jeunes rois des Francs, âgé probablement d'une vingtaine d'années et qui attache enfin une victoire à son propre nom. Une razzia gigantesque pour satisfaire ses leudes qu'il a hérité de son père et qui ont dû enfin trouver de quoi s'enrichir en pillant la Burgondie. Une victoire dont il tire probablement tout le prestige politique et militaire, puisqu'il en a été l'âme, pilotant la coalition où il a été rejoint par ses deux petits frères, Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé, qui ne peuvent être que des adolescents à ce stade. Et si en plus sa maman est contente, elle qui aurait soi-disant inspiré toute cette vengeance contre sa famille d'origine, c'est tout bénéfice pour Clodomir le chouchou. Même si là, on est sans doute plus dans le mythe que dans de la réalité sur les motivations réelles derrière cette opération. Mais inversement, il y a bien une ou deux petites choses qui doivent ennuyer le jeune roi dès la fin de la campagne militaire. D'abord, le pays Burgonde n'a été que très partiellement soumis, et pas pour très longtemps. Les trois frères, à peine leur victoire acquise sur le champ de bataille, sont vite remontés vers le nord, en se disant que les objectifs principaux étaient remplis, à savoir éliminer la menace immédiate Burgonde et prendre de premières positions chez leurs voisins. Ou bien qu'ils n'avaient pas les moyens d'occuper militairement le pays, défait lors d'une bataille, mais pas anéanti militairement parlant, et qu'il leur faudrait ramener beaucoup plus de troupes pour mettre définitivement la Burgondie sous contrôle. Autre option, le retour surprise du petit frère du roi Sigismond. Car ce n'est probablement pas un hasard si on a capturé et livré le roi aux Francs en 523, mais c'est suite à cette trahison opérée par des Burgondes que Godomar a unifié dans la foulée l'aristocratie derrière lui et a repris le contrôle du territoire. Est-ce qu'il a négocié le départ des troupes de Clodomir en livrant en échange son propre frère et en s'emparant du trône? Peut-être. Plusieurs historiens le soupçonnent en tout cas. Mais si tout cela a été un calcul de la part des Francs, de manière à ralentir leur rouleau compresseur si on les laissait décapiter l'État Burgonde, le pari est totalement raté. Car le petit frère va se révéler immédiatement beaucoup plus coriace et décidé que le grand, et vite à la tête d'un pays uni derrière lui. Uni contre les envahisseurs francs, bien sûr. Clodomir doit sans doute réaliser à l'hiver 523 que cette victoire militaire n'a pas été aussi nettement profitable que ce qu'il aurait pu espérer. Quoi qu'il en soit,
Voilà Clodomir de retour à Orléans, encombré avec l'ex-roi Sigismond, sa psychopathe de femme et ses 2 petits marmots. Prisonnier Sigismond, c'est vrai, mais aussi un boulet, vu qu'il s'avère qu'il n'a strictement aucune utilité politique, personne n'étant intéressé par un échange. Ni Godomar, qui a pris sa place sur le trône, ni Théodoric le Grand l'Ostrogoth, l'autre homme fort de l'histoire qui déteste le meurtrier de son petit-fils, et qui en a profité pour se tailler un joli morceau de territoire au sud des Alpes dans l'affaire. Oui, j'imagine assez bien Clodomir ronchonner, hiver 523, en se disant qu'il s'est bien fait avoir dans ce deal. Mais le roi d'Orléans sait que le royaume du Sud est encore affaibli par sa grande défaite militaire du début de l'année. Comme par ses conflits intérieurs, que ce soit entre pro- et anti-Sigismond ou entre Ariens et Nicéens. Le plus logique pour Clodomir, c'est de frapper vite et fort. Surtout, de ne pas laisser le temps à Godomar de reconstituer des forces ou de rebâtir de nouvelles alliances pour se défendre. Et puis, les faibles gains de 523, qu'ils aient été mal négociés ou arrachés par le retour des Burgondes sur leur territoire, font tâche pour le fils de Clovis, qui veut probablement marquer les esprits comme le digne successeur de son père. Début 524, le roi d'Orléans prend donc la seule décision rationnelle. Il rappelle ses frères, rassemble son armée et décide d'attaquer de nouveau les Burgondes. Et cette fois, pour en finir pour de bon. Alors oui, il n'y a aucune justification politique à cette nouvelle agression, ni la moindre excuse avancée en 524. Mais franchement, est-ce que ce genre de problème arrête les Francs en général? Sauf qu'il y a un petit souci à régler avant de repartir en campagne militaire. Que faire de Sigismond, l'ancien roi constitué prisonnier sous sa garde? Alors, on pourrait imaginer une détention prolongée. Mais à en croire Grégoire de Tours, Clodomir n'est pas serein à l'idée de laisser derrière lui un adversaire aussi dangereux. Est-ce qu'il craint des opposants à son régime ou un parti pro-Burgonde qui pourrait libérer son ennemi en son absence? Difficile à dire, mais c'est la justification qu'il va se donner pour traiter le problème. Malgré les appels à la raison d'un ecclésiastique local qui veut le dissuader de commettre l'irréparable, et malgré la prédiction qui lui est faite qu'un meurtre de sang-froid se retournerait tôt ou tard contre lui, Clodomir passe à l'acte. Début 524, il envoie ses sbires vers la résidence où il retient le roi prisonnier. Et ces hommes exécutent sans autre forme de procès le roi, sa méchante femme et leurs 2 petits-enfants. Puis ils jettent les corps de toute la famille dans un puits, à quelques kilomètres au nord d'Orléans, dans le bourg moderne qui a d'ailleurs pris le nom de Saint-Sigismond dans le département du Loiret. Une exécution froide et impitoyable, incluant des meurtres d'enfants, ce qui, on préfère vous prévenir, n'est malheureusement pas un cas unique dans l'histoire des Mérovingiens. J'imagine ce que vous devez vous dire, que c'est horrible, que Sigismond et sa famille ne faisaient courir aucun danger à Clodomir, malgré la belle histoire que nous sert Greg le Mytho. Mais la triste réalité, c'est qu'à l'époque, ma bonne Freya, on ne garde pas de prisonniers politiques. D'ailleurs, on ne garde pas de prisonniers du tout. La loi salique ne prévoit aucune peine de prison. Tout se règle à coups de Vergelde ou de Francisque, c'est l'un ou l'autre. Basique, simple, comme une chanson d'Orelsan. Alors on ne va pas juger les mentalités de l'époque. Mais on peut imaginer que personne n'est vraiment troublé par une exécution politique. Plutôt l'inverse sans doute. Ce qui serait vraiment vu comme un signe de faiblesse, ça aurait été de ne pas mettre à mort des ennemis politiques gênants. Et même pas la peine de ramener ça à la culture germanique. Depuis l'Antiquité, c'est comme ça qu'on procède. Avec les femmes et les enfants d'ailleurs, malheureusement. L'empereur Auguste, Alexandre le Grand, n'ont pas agi différemment. Une fois l'exécution de Sigismond derrière lui, Clodomir prend donc le chemin du sud, avec une énorme armée pour cette fois en finir avec Godomar. Et le roi des Francs emmène cette fois avec lui non seulement ses frères, mais le roi Théodoric pour l'aider dans son entreprise. Mais quel Théodoric en réalité? Parce que nos 2 homonymes habituels des années 520 peuvent être impliqués dans cette histoire. Alors, la théorie admise le plus souvent, en suivant Grégoire de Tours, c'est évidemment celle du demi-frère, Thierry Ier en langage moderne, mais que les textes d'époque comme nous dans ce balado appelons Théodoric. Un homme qui a pu juste finir ses récentes opérations de pacification de l'Auvergne voisine dont on a parlé et peut maintenant, en voisin, se rendre disponible avec son armée pour cette nouvelle guerre d'agression. Le fourbe était resté
en dehors de la première campagne de 523, si vous vous rappelez. Apparemment pour ne pas se mêler d'une guerre contre Sigismond, dont il avait épousé la fille, ce qui est toujours mal vu dans une culture du respect de la zippe. Mais qui sait, le grand-fils de Clovis a pu décider de passer l'éponge sur le meurtre de son beau-père pour rejoindre son demi-frère et sa campagne offensive contre les Burgondes. Une belle trahison opportuniste, pas si impensable que ça pour notre roi de Reims, et qui ne serait que la première d'une longue série dont va nous gratifier cet homme. Mais il y a une autre option, défendue notamment par l'historien anglais Ian Wood. Celle que Grégoire, qui écrit longtemps après les faits, s'est un peu mélangé les pinceaux dans sa chronique, et que c'est l'autre Théodoric, le roi des Ostrogoths, qui rejoint la guerre de Burgondie. Un retour de la grande armée du Sud dans le conflit entre Francs et Burgondes. Une hypothèse d'ailleurs soutenue par une découverte archéologique assez extraordinaire de la fin du XIXe siècle. Un casque fabuleux trouvé sur le site de la dernière bataille de cette guerre de 524 que certains spécialistes considèrent être de facture ostrogothique ou byzantine et qu'on peut toujours voir de nos jours au musée du Vieil Évêché à Grenoble. Un indice qui laisserait penser que les Ostrogoths ont finalement rejoint leur allié franc pour finir le travail de 523 et récupérer encore quelques territoires de plus dans les Alpes. Ou alors, l'inverse totalement. 524 serait peut-être le retour de la coalition des Ariens où les Ostrogoths, comblés avec leur annexion des villes de la Drôme et des Hautes-Alpes de 523, s'engagent derrière Godomar pour maintenir un état tampon burgonde à leur solde, histoire de contenir l'expansion agressive des Francs. D'autant qu'après cette brève mention, plus de traces de Thierry ou de Théodoric dans la suite de cette guerre. Donc difficile de conclure quoi que ce soit. D'ailleurs, si on pousse le bouchon burgonde un peu plus loin, pourquoi ne pas imaginer les deux? Du genre les forces de Théodoric le Fourbe, fils de Clovis, rejoignant l'expédition de Clodomir, et un contingent des Ostrogoths et Théodoric le Grand d'Italie, venant aider Goudomar. Théodoric contre Théodoric donc, et qui en plus pourrait expliquer les confusions. Mais je m'emballe certainement un peu trop. Car le problème, c'est que les textes de l'époque sont remplis d'approximations, d'où la prudence à surinterpréter une mention ou une autre. Que ce soit Greg à peu près, qui mélange souvent les dates et les événements, ou le chroniqueur byzantin Procope, consultant en affaires policières sur le Bosphore. Procope qui, lui, place carrément la bataille de Vouillé après la guerre contre les Burgondes de 523, et confond la ville de Poitiers avec celle de Carcassonne, pour vous dire la précision des textes du VIe siècle. En tout cas, Clodomir pénètre en territoire burgonde au printemps 524, en descendant d'abord vers le sud par la vallée de la Saône, puis en fonçant ensuite plein est après Lyon pour remonter la vallée du Rhône. Son objectif? Le cœur du pays burgonde, vers la Savoie et la Suisse moderne, pour cette fois anéantir Godomar et ses troupes. Et le 25 juin 524, près de Vézérons dans le nord de l'Isère, à la limite avec le département de l'Ain, les deux armées finissent par se rencontrer. Enfin, 2, voire 3 armées, puisque la découverte du magnifique casque sur le champ de bataille laisse penser que des forces de Théodoric le Grand étaient bien présentes, d'une manière ou d'une autre. Alors, on n'a aucun texte précis décrivant en détail l'affrontement de Vézérons, comme dans le cas de la plupart des batailles de l'époque. On en est donc réduit à des hypothèses, mais les chroniques contemporaines sont claires. C'est un affrontement majeur ce jour-là qui se joue dans le Nord-Isère, ce qui est assez logique au vu des enjeux des deux côtés. Pour Clodomir et ses Francs, qui reviennent en 524, l'opération ne vise pas qu'à faire du butin cette fois, vu qu'ils ont déjà dû ramasser tout ce qui était facile à prendre l'année précédente. C'est une armée d'invasion qui pénètre en Burgondie, décidée à écraser pour de bon la résistance de Godomar et de réaliser une annexion pure et dure du pays, comme Clovis l'a fait avec le royaume de Toulouse 20 ans plus tôt. Et pour Godomar, qui sait parfaitement comment ont fini les Syagrius, les Alaric ou les Sigismond, pas de doute non plus. C'est une question de vie ou de mort à ce stade, et il n'a plus d'autre choix que de faire face. La Bourgogne moderne devant déjà être aux mains des Francs, vu leur progression, et la région PACA étant passée sous le contrôle des Ostrogoths, qu'ils soient toujours amis ou ennemis. Été 524, Godomar sait que c'est sa dernière chance de se défendre avec un royaume encore puissant derrière lui contre les ogres du Nord. Ok. Même sans chiffre précis de la part des organisateurs, ni de Procope, c'est clair que les deux font all-in, comme on dit au poker. Ou plutôt alea jacta est, comme a dit le divin Jules. Le tout pour le tout.
2 armées colossales face à face, avec idéalement un seul roi qui reste debout à la fin de la bataille pendant que l'ennemi se débande. En gros, et pour suivre les chroniques de l'époque, un bon bain de sang comme à Vouillé ou à Tolbiac contre les Alamans. Et d'ailleurs, Xavier, ça ressemble à quoi une armée franque et burgonde sur le champ de bataille? Pour tous les historiens modernes, les premières armées mérovingiennes sont les héritières des légions de l'Empire romain tardif, que ce soit du point de vue de l'organisation ou de l'équipement. Des armées organisées en gros bataillons de cavalerie et d'infanterie, se déplaçant le long des routes romaines et capables de se déployer en ligne de bataille une fois qu'ils rencontrent l'ennemi, pour tenter de l'anéantir par la puissance de leurs murs de soldats. Ce qui change probablement, c'est la taille des armées, comme la durée des campagnes, les 2 paramètres étant forcément réduits par rapport aux grandes heures de l'Empire romain, et pour une raison toute simple. Avec une machine administrative romaine qui s'est détraquée au fil du temps, la logistique nécessaire au ravitaillement et à l'équipement d'armées extra larges n'est plus au niveau des siècles précédents. Ce qui signifie qu'à minima, le pillage devient un élément critique de la marche des armées pour soutenir une opération d'invasion, même dans le cadre d'une percée limitée géographiquement. Une contrainte majeure sur les capacités des armées du Haut Moyen-Âge qui, inévitablement, impacte le nombre réel de soldats qu'on peut déployer sur le terrain à cette époque. Alors, pour ce qui est de la composition des troupes, la règle de base, c'est que ce sont les Francs qui composent la colonne vertébrale de l'armée, c'est-à-dire des Germains venus des Bouches-du-Rhin durant les dernières décennies, mais aussi des Gallo-Romains ou d'anciens Leudes agrégés dans la nouvelle armée mérovingienne. Donc, tous les gros bras disponibles du nord de la Gaule qui ont accepté de se fondre dans le moule romano-barbare de Childéric et de Clovis et de servir leurs successeurs. Des armées qui comportent des troupes de cavalerie, bien sûr, mais probablement en nombre limité. Car là aussi, le temps de l'armée romaine où l'équipement et les chevaux étaient fournis par l'État est bel et bien fini. Le guerrier franc doit désormais s'équiper à ses frais et la possession d'une bête dressée pour le combat est réservée aux plus fortunés. Donc seule la fraction la plus riche de l'armée, les leudes les plus fidèles et les plus proches du roi, peuvent intégrer ces troupes d'élite. Des hommes entraînés à combattre avec une monture, portant une cotte de cuir avec des écailles métalliques et un casque. Et comme arme, la lance pour frapper l'ennemi durant les charges, avant de dégainer les spatas ou les scramasax, si besoin pour le corps à corps. Quant à l'infanterie, c'est le gros de la troupe, des hommes disposant eux aussi de leur propre équipement et capables de se battre en formation. Selon les chroniqueurs, la majorité d'entre eux portent l'épée, le bouclier et la hache, la fameuse arme de prédilection des Francs. Mais quoi qu'en disent les Grecs, il est plus probable que ces hommes portent généralement des lances, voire des pieux, plutôt que des épées, vu le prix exorbitant d'un tel équipement. Des hommes entraînés à combattre ensemble, en formation tactique, héritières des légions et regroupés par unité locale, sous l'égide d'un chef de leur région ou de celui d'un clan. Alors, est-ce qu'il y a à côté des hommes libres francs des troupes régionales des autres peuples sous domination franque? C'est possible, un peu à la manière des Auvergnats qui se battaient en contingent indépendant pour les Visigoths à Vouillé, voire même des levées locales de paysans, mais les textes font rarement allusion à ce genre de troupes. Et de toute façon, s'il y a pu en avoir, il ne devait pas représenter forcément un atout tactique considérable. En réalité, il est peu probable que le Hermann ou le Marcus local, spécialiste de l'élevage et équipé d'un simple pieu en bois, puisse avoir la discipline et la cohésion pour former avec ses voisins autre chose qu'une force d'appoint quand les vrais professionnels s'en mêlaient avec leurs boucliers et leurs lames tranchantes. Difficile donc de savoir exactement la taille et la composition de l'armée de Clodomir. Mais on peut parier qu'on est sur quelques milliers d'hommes à ce stade de l'histoire, pas des dizaines et des dizaines de milliers. Par contre, probablement des hommes entraînés, des professionnels qui savent se battre et qui doivent souvent faire face à des hommes qui sont tout aussi entraînés et professionnels qu'eux. Ce qui explique sans doute que ça pisse bien le sang dans ce genre de bataille. Mais alors, la tactique, qu'est-ce que c'est? Tout droit dans le tas? Là encore, on en est rendu à des hypothèses et au bref récit des Byzantins à ce propos. Mais en toute vraisemblance, on a affaire à du classique romain, c'est-à-dire l'infanterie au centre en masse bien compacte, bouclier contre bouclier, et qui sert de muraille infranchissable pour repousser l'ennemi, ou le presser jusqu'à être capable de le faire craquer, pendant que la cavalerie, elle, va harceler les adversaires à pied ou à cheval et tenter de créer la pagaille.
Agathias, un autre écrivain byzantin de la fin du VIe, parle d'ailleurs de groupes de guerriers francs, équipés de gros boucliers et couverts sur les flancs par 2 ailes de cavalerie. Leur tactique, charger la ligne des ennemis en formation triangle ou delta, c'est-à-dire en formant un coin percutant l'adversaire pour, là encore, casser leur ligne par la puissance du choc, détruire leur cohésion et provoquer une débandade. Leur approche du combat au corps à corps est d'ailleurs assez simple. Avec leurs lances courtes qu'on appelle framées ou angons, lorsqu'elles ont des crochets au bout, les Francs projettent leurs armes sur les boucliers de leurs adversaires juste quelques secondes avant l'impact. Et au moment du corps à corps, le guerrier n'a plus qu'à marcher sur les lances fichées dans les boucliers pour leur faire baisser la garde et les frapper avec leurs autres armes de poing dégainées entre-temps, scramasax ou hache. Une tactique éprouvée qui fait du ravage chez des ennemis tant que les Francs arrivent grâce à leur discipline à progresser en masse compacte pour faire craquer la ligne de leur adversaire par leur choc. Et la cavalerie a, elle, le rôle critique d'accélérer la confusion chez l'ennemi, en allant d'abord percuter la cavalerie adverse, puis en tentant de semer le désordre dans l'infanterie dès qu'elle le peut, en attaquant sur les flancs ou par derrière. Une cavalerie souvent dirigée directement par le roi avec ses leudes, qui montre l'exemple à toute l'armée en payant de sa personne et en conduisant les charges les plus brutales possibles pour créer un maximum de confusion et de panique chez les ennemis. Ouais, mais il y a quand même un hic dans l'histoire. Parce que j'imagine que, ok, les Francs font ça, mais je doute que les Burgondes ou les Visigoths opèrent très différemment. Eux aussi sont des Germains, formés à la romaine. Eux aussi disposent d'un armement super similaire. La tactique des autres zigotos ne peut pas être fondamentalement différente, non? Ce qui pose forcément un problème aux Francs, s'attaquant aux Burgondes ou aux autres royaumes de la région. Parce que, soit ils disposent d'une force largement supérieure et capable de submerger l'ennemi, soit on en est rendu à une tactique d'usure à qui craquera le premier. Une lutte à mort donc entre des adversaires de même potentiel, qui savent que le combat se gagne plus sur le moral que sur des armes ou des techniques secrètes. Une réalité qu'on devine au fil des différents combats, rapportés brièvement par les auteurs, mais décrivant toujours des carnages absolus, manquant même parfois de tourner au désavantage des Francs si on lit avec attention les brefs résumés. Ce qui explique aussi la tactique des 2 grandes batailles rapportées pour ce même roi Clovis par Grégoire, contre les Alamans de 506 ou à Vouillers en 507 contre les Visigoths, à savoir viser la personne du roi adverse pour le tuer le plus tôt possible. Le retournement dans ces 2 batailles se produit précisément lorsque le roi ennemi succombe. Juste après la prière de Clovis contre les Alamans, la rumeur de sa mort décourage l'ennemi qui abandonne la partie. Et à Vouillers, c'est littéralement le combat singulier entre Clovis et Alaric II qui assure le triomphe du franc d'une fois son ennemi terrassé. Alors, on peut y voir une raison symbolique bien sûr. Le roi barbare disposait de ce qu'on appelait le Mund, ce qui signifie protection en ancien langage germanique. C'est-à-dire une aura quasi magique venue de la culture païenne et qui entoure le chef, permettant aux soldats de se battre sans trembler grâce à cette défense surnaturelle. Une croyance imparable pour soutenir la fureur des troupes germaniques donc. Enfin, imparable, sauf en cas de chute du roi, qui signifie la débandade immédiate de n'importe quelle armée romano-barbare. C'est ça le revers de la médaille. D'ailleurs, au-delà de l'aspect symbolique, il y a aussi un problème organisationnel plus classique à considérer. Dans la culture militaire germanique que décrivait déjà Tacite et son comitatus, toute la direction de l'armée dépend d'un chef à qui tous les hommes ont juré fidélité. Il n'y a pas d'hiérarchie établie ou de commandement en second. Il y a un chef et un seul. Un peu comme aux échecs, si le roi disparaît ou s'enfuit, on a perdu. La chaîne de commandement s'écroule immédiatement et provoque la défaite à coup sûr d'une armée alors incapable de savoir qui commande et qui passe en mode « sauf qui peut ». Un fait qui représente une opportunité comme un sacré risque. Clovis a effectivement tué son homologue et réussi à écraser l'armée des Visigoths. Mais il est passé à 2 doigts de la catastrophe lui-même en échappant de rien à ce qu'un sudiste ne l'embroche à Vouillers. Ok, tu peux finir la guerre d'un seul coup, mais tu peux aussi tout perdre. Et c'est exactement le dénouement à qui tout double qui va se produire à Vézéronce le 25 juin 534 entre Clodomir le Franc et Godomar le Burgonde. Car les Francs semblent bien prendre le dessus au début de la bataille et commencent à faire plier leurs ennemis burgondes.
Apparemment, la cavalerie franque, dirigée par Clodomir lui-même, en digne successeur de son père, a dû pousser ses ennemis dans tous les sens pour fragmenter la ligne de défense et maximiser les chances de sa propre ligne d'infanterie. Le roi franc voit donc la victoire se rapprocher progressivement, avec le recul en plus ou moins bon ordre des ennemis burgondes. Mais il doit aussi constater le désordre progressif de sa propre cavalerie, qui s'est mise à poursuivre ses adversaires dans tous les sens pour augmenter la pagaille et ouvrir assez de brèches pour que le rouleau compresseur de la piétaille finisse le travail. À un tel point que le roi finit lui-même par se retrouver séparé de ses propres gardes du corps, désorienté sur le champ de bataille du nord de l'Isère, où son armée est pourtant en train de gagner. Heureusement pour le franc, coup de chance. Au moment où il réalise qu'il s'est isolé au beau milieu de la ligne ennemie, il repère un groupe de ses propres leudes qui lui font de grands appels pour qu'il vienne se mettre à l'abri. Clodomir, ni une ni deux, s'arrache à la mêlée où il est engagé, fouette son cheval et file vers ses hommes et tombe sur un groupe de Burgondes qui l'ont feinté en se faisant passer pour des Francs. À moins que ce soit encore un autre Clo-Clo qui ait décidé de se suicider. Dommage. Au Moyen-Âge, les uniformes burgondes devaient également furieusement ressembler à ceux des Francs. Enfin, j'imagine. Ou alors Clodomir n'avait tout simplement pas les yeux en face des trous. Ou alors, Greg le Mytho nous raconte encore des salades, puisqu'Agathias le Byzantin, qui décrit la bataille, est moins dans le spectaculaire, et parle simplement d'un coup de lance dans le ventre que se serait pris Clodomir. Allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a l'air de sentir le sapin pour le franc, non? à suivre Grégoire, quand le roi des Francs comprend son erreur, il est trop tard. Les Burgondes massacrent le fils de Clovis et réalisent ainsi la prédiction de l'ecclésiastique qui lui avait promis que le meurtre de Sigismond et de sa famille lui reviendrait en boomerang. Et une fois le fils de Clovis exécuté sur le champ de bataille, les ennemis lui coupent la tête et la mettent bien visible en haut d'une pique. Alors, pour certains historiens modernes, la décapitation de Clodomir et l'exposition de sa tête est clairement le signe d'une faide accomplie, suivant en cela une mention de la loi salique qui précise ce type de châtiment. Et c'est bien possible que les Burgondes aient voulu venger le meurtre de leur ancien souverain selon une coutume germanique. Mais c'est surtout le moyen clair et net pour les Burgondes de signifier aux Francs qu'ils viennent de les mettre échec et mat en ce 25 juin, en provoquant la consternation dans leur rang. Leur roi et leur bienfaiteur, Clodomir le Chouchou, n'est plus là pour les protéger. Et la pagaille change de camp tout à coup, avec une débandade générale chez ses propres hommes. À Vézérons, les Burgondes viennent enfin de faire mordre la poussière aux Francs. Il était temps, diront certains. Greg l'arracheur de dents prétend l'inverse, mais il se trompe. Vézérons est la première grande défaite de l'armée des Francs, confirmée d'ailleurs par les sources byzantines et par la suite de l'histoire. Goudomar triomphe, et les rescapés de l'armée des Francs vont évacuer la Burgondie qui retrouve le calme après ces 2 ans de bazar. Une défaite des Francs qui doit évidemment faire mal à leur ego, mais qui pose des problèmes encore plus graves pour les 2 petits frères de Clodomir. D'abord, comment contenter leurs leudes, qui ne resteront pas leurs leudes bien longtemps si les rois ne trouvent pas comment les rémunérer rapidement après cette rouste. Mais plus embêtant, que faire de la part d'héritage que leur frère a reçue lors du partage de 511 ? Cette part de royaume d'Orléans qui se retrouve donc sans roi. Des questions à laquelle ils vont devoir répondre, et vite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez la carte et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.